Je n'étais pas présente aux miens et je n'étais pas présente à moi-même. Du coup, ça a été quand même un électrochoc de se dire que les gens que j'aime et qui m'aiment, en fait, m'alertent sur ce sujet. Donc, ça m'a un petit peu bousculée. Et puis, effectivement, tous les matins, progressivement, j'ai senti que je perdais ce tonus et cette vigueur à aller rejoindre mon poste actuel. Se réinventer professionnellement après 45 ans, c'est le besoin comme la démarche qu'ont raconté 3 femmes à mon micro. Les raisons de changement peuvent être multiples. Une lassitude, un burn-out, un déséquilibre avec sa vie personnelle, mais toujours le souhait d'une deuxième partie de carrière épanouissante et apprenante. Anne, Axel et Mimona ont pour point commun d'avoir fait un bilan de compétences, qui a été un vrai rebooster de confiance. Je vous propose de découvrir chaque mois leur portrait avec leur parcours, leurs questionnements et leurs défis qui seront sans doute source d'inspiration pour vous. J'attends d'ailleurs vos commentaires ou votre note sur ces épisodes si vous les avez appréciés, tout comme vos questions sur Instagram, TikTok ou YouTube, @bien dans son âge. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Yuna. Bonjour Christelle. Merci de venir au micro pour parler de la reconversion professionnelle, plus particulièrement des femmes post-45 ans. Alors toi, tu as 54 ans. Tu es actuellement assistante juridique en droit, notamment en droit de protection intellectuelle, mais j'imagine que ton champ d'intervention est encore plus large. La particularité, c'est que tu as donc 25 ans d'expérience et comme beaucoup de personnes, d'entre nous, forcément, ta carrière et même ta vie personnelle ont été marquées par des périodes de joie, de succès, mais aussi des périodes un peu plus délicates, un peu plus de périodes aussi de remise en question. Et c'est vrai que un jour, tu as le déclic et tu dis qu'il faut remettre du fuel dans cette voiture presque en panne, garée sur le bas-côté, comme tu dis, et que voilà, il faut la relancer, cette voiture. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir remettre du fuel ? Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le soutien de mes proches et notamment de mes 2 fils, qui sont 2 adolescents. Et quand je me suis lancée donc, dans le projet de reconversion professionnelle, ils m'ont dit qu'ils étaient tellement fiers de moi. Ah ouais. Du coup, ça m'a beaucoup touchée et ça m'a donné une énergie incroyable pour me lancer. Mais pourquoi alors justement la reconversion d'un coup pourquoi se poser cette question-là ? Il y avait de la lassitude, il y avait quelque chose forcément quelque chose qui t'a fait prendre conscience de la nécessité de cette reconversion. Oui, bien sûr. Une démotivation progressive vis-à-vis de mon poste actuel, une perte de sens et un besoin de retrouver un alignement et d'être plus en phase avec mes valeurs profondes. Et ces valeurs profondes, du coup, ça veut dire que tu t'es posé quand même la question de quelles étaient, j'imagine. C'est un peu un travail d'introspection que tu as fait. Et tu l'as fait comment, ce travail ? Alors, je l'avais fait en amont, bien avant le bilan de compétences, parce que je m'intéresse au développement personnel et tout ce qui est psychologie, psychothérapie et tout ce qui est lié à l'humain, en fait, depuis pas mal d'années. Et le bilan de compétences est venu confirmer mes valeurs, la bienveillance, l'aide à autrui, l'humanité avec un grand H. Et là, tu dis, ok, je prends un temps pour moi, pour voir un peu qu'est-ce qui est en mouvement en fait, qu'est-ce qui est un peu en changement, parce que c'est ça aussi, le fait de vouloir faire une reconversion, c'est se rendre compte qu'il y a, comme tu dis, il faut se réaligner. En tout cas, il y avait un petit décalage. Je crois que dans ton cas, tu disais qu'il y avait un déséquilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, je consacrais vraiment beaucoup trop de temps à mon poste actuel, au détriment de ma vie personnelle, de ma santé et de ma vie familiale. Et j'ai d'ailleurs été alertée par mes proches qui se plaignaient qu'effectivement, je passais trop de temps à mon travail, que je n'arrivais pas à déconnecter même à la maison, que j'avais encore en fait, mon corps était présent, mais mon cerveau était encore au travail. Donc du coup, je n'étais pas présente aux miens et je n'étais pas présente à moi-même. Du coup, ça a été quand même un électrochoc de se dire que les gens que j'aime et qui m'aiment, en fait, m'alertent sur ce sujet. Donc, ça m'a un petit peu bousculée. Et puis, effectivement, tous les matins, progressivement, j'ai senti que je perdais ce tonus et cette vigueur à aller rejoindre mon poste actuel.
Alors que tu es plutôt une personnalité Oui, pleine d'énergie. tout à fait, tout à fait. J'allais à reculons. Alors, j'avoue que j'y vais pas la boule au ventre, pardon. Je ne suis pas déprimée ou en dépression ou en burn-out, mais je sens un mal-être me gagner progressivement. Et comme ce n'est pas dans mon tempérament, j'ai dit non, no way. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu t'es dit à ce moment-là, en faisant ce travail, que ça venait finalement en même temps que ces transformations qui nous arrivent à Oui, notre âge, en fait. tout à fait. Effectivement, il y a eu la phase de périménopause, puis de la ménopause, qui est quand même très perturbante, j'avoue, pour une femme, et qui est malheureusement encore dans notre société un sujet très tabou. Du coup, j'ai par moi-même fait des recherches et je me suis un petit peu informée sur le sujet. J'ai consulté aussi une personne qui réalise des séances d'acupuncture. Enfin, j'ai essayé de trouver des moyens pour calmer un peu les désagréments de la ménopause, tout en m'informant en parallèle et en même temps en essayant d'avancer et de me dire que c'est pas une fatalité, que c'est juste une étape de vie dans le parcours d'une femme et qu'il faut l'accepter. Et que, mis à part les désagréments physiques, il y avait un regain et une transformation au niveau mental et au niveau psychologique. Je trouve qu'avec l'âge, la maturité et l'arrivée de cette ménopause, en fait, on se renforce vraiment au niveau énergétique et mental. On prend beaucoup de recul et de distance par rapport à la vie, au quotidien et par rapport aux soucis. Et du coup, ça permet de voir la vie un petit peu, un peu plus en bleu ou en rose, comme on veut, mais on peut la colorer en fait d'une couleur beaucoup plus joyeuse que celle qui peut effectivement arriver à beaucoup de femmes qui se laissent un petit peu dépasser par ces phénomènes psychologiques et inéluctables, physiologiques, pardon. Et toi, tu t'es quand même renseigné, en tout cas, c'est quelque chose, déjà le fait de nommer périménopause et ménopause, parce que on n'est pas si nombreuses que ça à avoir pleinement conscience que parallèlement à cette démotivation qui peut nous gagner à certaines périodes de la vie, parce que c'est normal, on se pose pas mal de questions, et notamment par rapport au fait qu'on peut avoir des remarques de l'entourage. Toi, en parallèle, tu t'es quand même bien renseigné sur ces transformations. Comment tu as trouvé des informations ? J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait en ligne, notamment le site d'une personne qui s'appelle Danielle Manavit, et le site c'est manavitdaniel.fr, il me semble, qui est orienté plutôt philosophie chinoise, une approche que j'aime beaucoup, puisqu'il faut le savoir, en Asie, la ménopause, ça s'appelle le second printemps. Donc c'est une renaissance, en fait, il faut pas le voir comme une fatalité ou comme un deuil, c'est une nouvelle vie en fait qui commence. Et j'ai lu un ouvrage aussi très inspirant de Élise Poncet dans les éditions Souffle d'or, qui s'intitule Ménopause, accompagner naturellement le second printemps. Encore un clin d'œil au second printemps, et qui est plutôt orienté naturopathie. Et avec de judicieux conseils pour préparer et vivre sa ménopause un peu plus sereinement, sans avoir forcément recours à des procédés ou des substituts chimiques. Et donc ça, t'as pu mettre ceci en place, et ça t'a aidé aussi à gérer, je pense, émotionnellement ces remarques que tu vas avoir, parce que c'était pas forcément facile de les accueillir à ce moment-là. Ah oui, tout à fait. Malheureusement, le jugement des personnes extérieures, c'est que on nous met des étiquettes par rapport à l'âge. J'avoue que en général, on me donne pas mon âge, mais quand on connaît mon âge, c'est mais tu n'es pas trop vieille pour faire ceci ou pour cela. C'est tout de suite de mettre un frein au lieu d'encourager la personne qui a envie d'avancer. Je trouve ça bien dommage. Mais je prends beaucoup de distance par rapport à ces commentaires, et j'ai même souvent des sourires plutôt laconiques ou ironiques. Oui, parce qu'on t'en a fait notamment par rapport au fait que tu voulais faire une reconversion professionnelle. Ah oui, tout à fait. J'ai une collègue qui me disait tu devrais plutôt préparer ta retraite plutôt que de te lancer dans une reconversion. C'est-à-dire, justement, c'est tout l'objet de se reconvertir, c'est justement d'aborder et d'avancer et de se dire, quand j'arrive à la retraite, je suis super contente de ce que je viens de réaliser. Enfin, je sais pas. C'est ça, l'objectif, c'est d'atteindre l'épanouissement.
d'avoir une belle fin de carrière, parce qu'en fait, je trouve que souvent, les personnes qui travaillent ne sont pas forcément passionnées par leur job. Et du coup, je me dis, si on peut terminer sur une note plutôt optimiste et avoir une belle fin de carrière et ensuite seulement penser à la retraite, sachant que maintenant, avec toutes les progrès technologiques et médicaux, on vit quand même de plus en plus vieux ou de plus en plus vieille, je pourrais dire. Et donc, du coup, on a une meilleure santé et du coup, on a plus d'énergie physique et je parle même pas de la mentale parce que celle-là, elle est fois 10. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que toi, tu as entamé donc, ce fameux bilan de compétences. Alors, on va en parler de façon plus approfondie. Mais justement, toi, tu n'es pas quelqu'un qui va te projeter en disant moi, d'accord, il y a la retraite, mais ça veut pas dire que je vais m'arrêter comme ok, j'ai passé la ménopause, ça veut pas forcément dire qu'il y a un arrêt. Enfin, oui, il y a certaines choses dans notre corps qui ne fonctionnent plus pareil, mais ça veut pas forcément dire que nous sommes à l'arrêt et que nous ne pouvons pas continuer d'avancer et d'être en mouvement. Et toi, justement, par rapport au travail, tu vois vraiment comme une source d'épanouissement. Et puis, il y a différentes définitions du travail. Il y a le travail, en effet, rémunérateur, et puis il y a le travail qui peut... ou qui peut être aussi aidant. C'est un peu ce que toi, t'aimerais faire, en fait. Tout à fait. Et puis, il y a tout ce qui est parallèle. Moi, je m'intéresse beaucoup au bénévolat. D'ailleurs, je suis actuellement déjà bénévole dans une association qui s'appelle Cerf-Volant et qui accompagne les personnes en situation de handicap physique à réaliser des voyages à l'étranger. Ah, génial. Voilà, donc mon objectif, c'est effectivement à la retraite de pouvoir leur consacrer un peu plus de temps, puisque actuellement, je suis encore en activité professionnelle. Génial. Et alors du coup, cette deuxième partie de vie, tu es en train de travailler dessus et tu travailles à peu près combien de temps et comment tu es arrivée justement à rentrer en contact avec le cabinet donc, qui est spécialisé pour les femmes, Garance et moi? Je me suis rendue sur un salon professionnel qui s'appelle Nouvelle Vie et que je vous recommande fortement, qui est orienté formation et reconversion. Donc, si vous avez un projet de formation et de reconversion ou de reconversion, vous pouvez vous rendre à ce salon qui a lieu en général à l'automne sur Paris, Porte de Versailles. Ok. Et c'est donc là que j'ai rencontré, il y avait différents acteurs sur le salon. Et j'ai eu plusieurs entretiens avec différents organismes et j'ai eu le petit coup de cœur pour Garance et moi. Et pourquoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Une chose qu'on développe beaucoup, je pense, avec l'âge, c'est l'intuition. J'ai juste écouté mon cœur et je sentais que j'étais en phase avec les principes et la démarche commerciale de Garance et moi. Du coup, j'y suis allée et je n'ai pas du tout regretté. Je suis vraiment satisfaite de l'avoir fait. Et comment ça se passe concrètement après t'as exposé ton envie, mais sans avoir forcément d'idée où ça allait te mener et puis exactement comment ça allait se produire. Donc là, qu'est-ce que tu as pu faire avec eux? Parce que je crois que tu as commencé il y a 1 an, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est que pendant un bilan de compétences, on met un petit peu tout à plat au départ. Parce qu'en fait, souvent, quand on arrive, on est un petit peu dans le brouillard. On fuse d'idées... De pas mal d'idées et là en fait il faut remettre un petit peu de l'ordre et faire du tri. Du coup ça permet effectivement de clarifier un petit peu ses envies, ses projets, de se connaître soi-même ou de se redécouvrir parce que je pense qu'à mon âge je me connaissais déjà mais de remettre un petit peu en avant mes points forts, de remettre aussi en avant aussi les points, les axes d'amélioration et de me dire voilà peut-être que pour avancer il faudrait que je travaille sur tel sujet ou sur tel aspect. Et du coup, avec une meilleure connaissance de soi-même, une introspection, parce qu'en fait, il y a énormément d'exercices qui sont proposés par Garance et moi pour effectivement aller chercher en profondeur des réponses à des questions sur lesquelles on ne prend pas forcément le temps de se poser. En fait, ce moment, c'est un cadeau qu'on se fait. C'est du temps pour soi, en fait, et c'est du temps avec soi.
Et c'est quelque chose, là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnel, en fait, hein, qui remonte à la surface. Il y a du professionnel, mais il y a pas mal de personnel, non? Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on a l'impression qu'on va juste aborder l'aspect professionnel, mais non, parce qu'en fait, c'est lié aussi à notre vie plus intime et plus personnelle. Et l'un ne va pas sans l'autre. De toute façon, on le voit bien. Quand on ne va pas bien au bureau, on ne va pas forcément bien à la maison et vice-versa. Donc, on est obligé de composer et du coup, effectivement, se pencher sur des aspects du passé un peu plus souffrants ou un peu plus éprouvants, ça permet aussi peut-être d'avancer et de guérir certaines blessures. Mmh. Il faut avoir confiance, du coup, pour pouvoir faire ces exercices. Que, du coup, tu as quoi? Tu as une interlocutrice et une coach, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, bien sûr, merci de le mentionner. J'ai été accompagnée donc, par une coach qui était donc là pour me guider. Mais après, le travail, c'est vraiment moi qui le fais. Mais c'est vraiment bien d'être épaulé par une personne qui a l'expérience de ce type d'accompagnement et qui nous oriente aussi sur une plateforme qui est très bien faite aussi, avec des outils, des lectures à faire, des audios à écouter. C'est vraiment très riche en ressources. Mmh. Donc ça nous permet aussi de nous aider et d'approfondir un peu plus notre réflexion par rapport à cela. Oui, et puis tu n'es pas toute seule, en fait, parce que tu as la possibilité aussi d'échanger avec d'autres personnes, ou en tout cas d'écouter leur... Tout à fait. Il y a effectivement un forum et il y a possibilité de rentrer en contact avec d'autres personnes qui font la même démarche de reconversion. Il y a également des visios assez régulièrement où on peut s'inscrire et effectivement où il y a des échanges et ça permet en fait de dynamiser un petit peu la transformation et de se sentir un peu moins seul. Mmh. Et là, ça fait 1 an, donc 1 an, ça paraît quand même assez long. Et c'est peut-être le temps nécessaire pour justement rencontrer, échanger, passer par toute cette phase d'introspection et de découverte et aussi d'usage des ressources en ligne. Alors, juste une petite précision, Christelle, j'ai commencé effectivement il y a 1 an, mais il faut le savoir que le bilan de compétences dure plusieurs mois. Donc, je l'ai finalisé qu'en mai-juin. Donc, en fait, pendant cette période-là, on avance, mais pas suffisamment. En fait, le départ se fait vraiment à la fin du bilan de compétences. Donc, ça fait moins d'1 an, en fait. Et là, est-ce que, du coup, après, quand ce bilan il est terminé, est-ce que tu as encore d'autres suivis? Parce que je crois qu'il y a un plan d'action qui se met en place. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des enquêtes métiers, il y a des choses qui ont été réalisées en cours, mais qu'on peut poursuivre aussi au-delà, parce que des fois, on n'a pas forcément le temps pendant le bilan. Donc, c'est ce que j'ai fait également en septembre, c'est que j'ai poursuivi mes enquêtes métiers pour pouvoir affiner un peu plus mon projet professionnel. Et il y a eu d'autres tâches qui ont été réalisées. Donc, j'avance tout doucement, mais sûrement. Ouais, tu prends ton temps parce que tu t'es pas mis... si, tu t'es quand même mis un objectif, je crois. Non? Oui, l'idéal quand même, ça serait effectivement d'avoir plus de visibilité avant la fin de l'année et d'être déjà lancé dans mon projet, oui, effectivement. Que ce soit un peu plus concret que l'année passée où j'étais encore en période de réflexion et d'introspection. Donc là, tu as commencé à dessiner quelques options, quelques pistes, parce que je crois que c'est un petit peu ça aussi au niveau de l'accompagnement avec dans un cadre d'un bilan de compétences, c'est d'identifier plusieurs routes possibles. Oui, tout à fait. Et après d'affiner en fonction des recherches que tu peux faire, de l'adéquation avec ton profil et tes compétences, je pense. Oui, il y a l'aspect financier aussi, parce que qui dit reconversion dit aussi formation. Donc, il faut financer une formation. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là. C'est pour ça aussi que je prends le temps, parce que c'est important aussi de choisir la bonne formation avant de se lancer dans son projet. Et ça permet aussi d'éliminer des pistes, parce qu'on n'en parle pas souvent. On parle souvent de faire, effectivement... ou de se lancer dans une direction, mais en fait, on défait aussi en même temps. Moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça m'a permis aussi de me dire, ça, je veux plus faire ou je veux pas faire, ou je me sens pas en mesure de réaliser ce type d'activité parce que il me manque une compétence ou parce que j'ai pas envie d'exploiter cette compétence. Du coup, ça permet effectivement de se débarrasser de ce qu'on ne veut plus faire aussi, de vraiment de cibler. Voilà, c'est ça que je veux faire et rien d'autre. C'est très important, en fait. Donc là, tu en es au stade où tu es dans une entreprise et tu vas... l'idée, c'est quand même pas plutôt de t'orienter vers une formation. Oui, tout à fait.
de faire une formation pour pouvoir effectivement après effectivement mettre un plan d'action un peu plus financier, voire effectivement, parce que l'idée c'est aussi derrière de pouvoir vivre et d'avoir un minimum vital. Donc effectivement, il y a des choses que je dois encore mettre en place et qui sont aussi en cours de discussion avec mon époux, puisque c'est forcément quand ça a un impact sur le foyer, il faut effectivement que les parties prenantes puissent donner leur avis. Ouais, se préparer par rapport à ça. Donc, ils peuvent Tout à être fait. en effet très fiers et très Oui. soutenants sur le fait d'avoir un renouveau au niveau de sa carrière, etc. Mais il faut pouvoir s'organiser. Il ne faut pas que ça compromette l'équilibre familial et je le comprends tout à fait. Ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que la vie fait que on peut pas non plus toujours tout anticiper, hein, parce que même du côté de ton conjoint ou de tes enfants, il peut y avoir aussi toujours un côté, non sécurisé de toute façon. Mais là, moi, je te sens, en tout cas, je te vois complètement déterminée et sûre de toi, de tes compétences, et puis même. Je pense que ce bilan de compétences, il a aussi pour but de te donner pleinement confiance sur ta capacité à trouver de toute façon un moyen de rebondir ou bien de t'adapter ailleurs que ce que tu peux faire aujourd'hui, en fait. C'est ça, parce que même si finalement ce projet de formation, que ce soit échoue, c'est pas grave, en fait. Non, parce que le mindset a complètement changé, en fait. Je suis plus du tout la même. Voilà, j'ai vraiment gagné en confiance en moi. Et du coup, je sais que peut-être que ça prendra un petit peu de temps, mais le tout, c'est d'arriver au bout. Et comment ça a rejailli cette confiance sur ta vie personnelle, par exemple ? J'ai des amis qui me effectivement constatent, mais rien qu'en discutant avec eux ou rien qu'aller voir à l'extérieur, qui ressentent ce changement. Du coup, je suis contente parce que je me dis, en fait, c'est pas uniquement des affirmations que je me fais à moi-même, parce qu'en fait, ça se dégage aussi à l'extérieur. Donc, et qu'est-ce qu'ils disent alors ? Ils me trouvent plus affirmée, plus joviale, voilà. Et j'ai même des amis qui me disent t'es lumineuse. Du coup, ça fait plaisir. Alors, effectivement, les amis sont toujours là pour faire des compliments. Mais bon, je sais qu'ils sont très fair-play et que quand ça va pas, ils me le disent aussi. Donc, ouais, j'ai confiance. Ils sont cash et je sais très bien que si quelque chose n'allait pas ou s'il y avait quelque chose de plus désagréable à dire, ils me le diraient, bien sûr avec beaucoup de diplomatie et de bienveillance, mais ils le diraient. Donc là, j'ai accueilli ce cadeau de compliments parce que c'est vraiment agréable et puis c'est encourageant. Ouais. Et j'imagine aussi que ça doit avoir un impact également dans ton travail actuel, parce qu'en fait, tu dois pas aller au travail de la même manière. Maintenant que tu sais que tu portes de l'espoir, en fait. Tout à fait. Non ? Oui, tout à fait. Et en fait, là où il y a quelques années, j'aurais mis un peu de drame sur un contretemps ou un stress, là, c'est plus du tout le cas, en fait. Et je me dis, peu importe, voilà, c'est comme ça. Même quand il y a des tensions, c'est pareil. Je prends beaucoup moins à cœur parce que malheureusement, ça peut arriver aussi. Il peut y avoir des tensions avec des collègues ou des supérieurs, mais ça me rend plus malade. Ouais, mais en fait, c'est vraiment le changement de mindset. Ouais, et ça, c'est fou parce que c'est de se dire que de toute façon, ça va aller. Il y aura une solution. Peut-être qu'en effet, la solution, c'est que moi, je vais me réorienter ailleurs, ou bien autre chose, la solution, on va la trouver à l'intérieur de l'entreprise, etc. Enfin, c'est-à-dire, soit en effet une prise de distance par rapport au phénomène, au problème, ou de se dire que, non, mais le problème, on va gérer et ça va bien se passer. Tout à fait. Alors qu'avant, on était, comme tu disais, peut-être plus dans le drama, et du coup, ça n'aidait pas à la gestion du problème, en fait. Et je tiens à souligner que ça remet pas du tout en cause la qualité de mon travail. Enfin, je veux dire, mon travail, il est accompli comme précédemment. Ouais. C'est juste que j'ai une perception différente de celui-ci et des relations aux autres au quotidien. Parce qu'il faut dire quand même qu'on passe énormément de temps dans le travail. Donc, je pense qu'il faut se préserver, s'économiser. Et avant, je le faisais pas forcément. Ouais, parce que tu prenais les choses certainement à cœur. Ah oui, très, très à cœur. Et du coup, c'était oui, très compliqué émotionnellement et ça m'affectait beaucoup, ça me blessait beaucoup. Ouais, mais je pense qu'on est souvent comme ceci, d'être très engagé. C'est aussi ce qui peut nous caractériser, cet engagement. Mais de pouvoir arriver à prendre cette distance et de se dire que
autour de dans cet écosystème, il y a aussi d'autres, il y a aussi d'autres sources de joie et de reconnaissance. De reconnaissance. Et c'est un travail qu'il faut vraiment faire en soi, et il ne faut surtout pas se décourager, parce que quand pendant longtemps on a été très sensible et très affecté par le jugement des autres, on a l'impression que ça va jamais changer, mais le jour où ça change, il faut surtout pas se décourager quand à un moment on a un coup de faiblesse parce qu'on est un peu plus à fleur de peau, on est un peu fatigué, ça peut arriver. Faut pas se dire bah non, je suis retournée dans mon schéma d'avant. Non, c'est juste qu'aujourd'hui je suis fatiguée, donc je le prends un peu plus à cœur. Mais je sais qu'habituellement c'est pas le cas. Donc c'est important effectivement de se rendre compte que c'est un travail de longue haleine et que ça se fait pas du jour au lendemain. Alors ça c'est très intéressant, parce que je pense que c'est aussi grâce à notre sagesse. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est ça. Qu'on apprend. Alors après, je pense que aussi, par le biais des réseaux sociaux, on commence à aussi accepter le fait d'être, comme tu dis, sensible, différent, et que notre santé mentale n'est pas non plus toujours stable, et c'est normal. Et c'est normal, il faut savoir accepter. On peut avoir des crises de larmes, je veux dire, c'est pas honteux de pleurer. Malheureusement, on est dans une société où le paraître est toujours là, en train de juger. Ça va de l'aspect vestimentaire au comportement émotionnel, et je trouve ça dommage, parce qu'il faut savoir aussi accepter la tristesse, la colère, la douleur. Ça fait partie de la vie. Ouais, alors dans le cadre du travail, bonjour. Oui, je sais bien. Ça, c'est difficile. C'est difficile parce que, tout à fait. Tu vois, il y a une frontière quand même très, très, très tenue entre le monde en effet plus sensible, qui est plutôt dans la sphère privée, d'un monde plus contrôlé, sous contrôle de l'entreprise. Beaucoup de conventions, et je suis désolée de le dire, beaucoup d'hypocrisie aussi. Donc c'est vrai que c'est difficile d'être vraiment soi. Enfin, moi, je trouve personnellement, en tout cas, de mon expérience, de mon vécu, et je trouve ça dommage, qu'on soit toujours obligé de porter un masque. Et ça, tu le trouves un peu moins dans le milieu associatif, justement Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Il y a une telle authenticité, une telle chaleur humaine, ça me permet de me ressourcer, en fait. C'est pour ça que je le fais aussi. C'est que il y a du don de soi, certes, mais il y a aussi ce partage de la bienveillance, et en fait, ça répond à toutes les valeurs auxquelles j'aspire. Donc, c'est pour ça que je me suis dévouée à cette cause. Ouais. Et finalement, le bien-être au travail, pour toi, devrait aussi passer par justement le fait de pouvoir être soi, et de pouvoir aussi laisser la possibilité aux autres d'être bien soi. Sûr. Est-ce que je peux raconter une petite anecdote ? Ah ouais, vas-y, oui. Je t'en prie. Ce matin, c'est tout frais. J'arrive donc sur mon lieu de travail et je croise une jeune collègue. Donc on se salue, on était toutes les deux dans l'ascenseur, et à un moment elle me dit ça va ? Je dis écoute, c'est un peu dur ce matin, mais je faisais un peu ma râleuse, mais ça allait. Enfin voilà, j'ai passé un week-end un peu chargé, et donc et puis elle hoche de la tête, et intuitivement j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je la regarde et je lui fais et toi, comment vas-tu ? Comment s'est passé ton week-end ? Et elle a commencé à fondre en larmes. Oh non. Et elle m'a dit mon grand-père est en train de mourir. Et ça m'a beaucoup touchée. Donc, on est resté un petit moment. On s'est isolés après en descendant de l'ascenseur. Et je l'ai croisée un quart d'heure après à la cafétéria. Et elle arborait un sourire. Elle faisait comme si de rien n'était. Alors après, on n'est pas obligé, effectivement, d'exposer tous ces petits bobos ou ces épreuves de vie à tout le monde. Mais je me dis, quel courage quand même de devoir quand même porter ce masque, alors qu'elle n'a qu'une envie, c'est de se laisser aller et de penser à son grand-papa qu'elle aime tant. Alors, si on arrive à trouver au sein de son équipe une écoute et un soutien, ça change tout. Moi, je sais que pour le coup, le travail m'a énormément aidée lorsque ma maman était atteinte du cancer. Et je pense que je n'y serais jamais arrivée sans le soutien de mes collègues, vraiment. Et je pense qu'on peut absolument... Et en tout cas, j'ai toujours considéré le monde du travail comme un monde où on se fait plein d'amis.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on va pas être amis avec tout le monde. Oui. Mais en fait, je pense que on y passe tellement de temps. Exactement. Que c'est hyper important de trouver voilà, du soutien, de l'écoute. Et je trouve qu'en plus, grâce au fait de s'ouvrir, on va construire des relations pérennes, saines tout à fait. pérennes et durables, en fait, qui peuvent vraiment apporter quelque chose à l'entreprise. Mais je suis d'accord avec toi, Christelle. Moi, en fait, mes reproches étaient plutôt au niveau des ressources humaines et de la direction. Parce qu'effectivement, moi, j'ai 3 anciennes collègues qui sont devenues des amies de longue date. Donc, comme quoi, l'amitié, c'est possible au travail. Je suis d'accord. Ouais. Après, c'est vrai que, voilà. Je pense que les organisations doivent de toute façon s'adapter, et notamment aussi au fait que nous sommes des populations vieillissantes, hein, comme tu le disais. Hein, c'est bien, on reste en santé très longtemps, mais du coup, forcément, et aussi, on va arriver à la retraite beaucoup plus tard. Donc, il va arriver aussi à nous faire une place dans ces organisations. Et ça, c'est aussi une forme de responsabilité de la part des entreprises. C'est de pouvoir mixer toutes ces générations, tous ces parcours, ces envies différentes. Moi, je crois à l'intergénérationnel. Il faudrait que ça soit plus pratiqué en entreprise. Effectivement, les personnes seniors, comme on dit seniors, peuvent apporter beaucoup aux plus jeunes, inexpérimentés, mais les plus jeunes peuvent apporter beaucoup aussi aux seniors. Il peut y avoir un partage très riche. Et je pense que l'avenir, il est aussi là. Et tu vois, ta petite anecdote de ce matin, pour moi, en fait, c'est dans le cadre du travail. Et bien, c'est pas anodin que cette personne se soit confiée à toi, tu vois. Peut-être qu'elle l'aurait pas fait avec une personne d'un âge intermédiaire, par exemple. Oui, peut-être. Peut-être pas, tu vois. Je dis pas qu'on donne l'impression d'être... si, en fait, finalement, c'est... Oui, on a toute expérience. Tu es maman de grands enfants, donc elle le sait peut-être, et elle a peut-être trouvé immédiatement cette chaleur ou cette empathie qu'elle pouvait trouver. Oui, je lui ai tendu la main, et je pense qu'effectivement, elle l'a saisie. Et je pense que c'est aussi ça, c'est que le ton que j'ai employé, le regard, enfin tout, il y a tout un code qui fait que elle a effectivement ressenti qu'elle pouvait se laisser aller, se confier à moi. Ouais. Et voilà, et on a envie de dire, c'est bien, en fait, c'est pas grave d'injecter de l'humain et du temps, en fait, consacré à l'humain au sein de l'entreprise. Il n'y a pas de honte à avoir. Et comme aujourd'hui, il y a tout un, pas un débat, mais sur, comme tu parlais de l'handicap, mais la place de l'handicap, la place de la maladie, la place aussi, on parlait des congés menstruels, mais aussi pas d'un congé ménopause, mais en tout cas de pouvoir, quand tu as des moments où tu souffres de manière prononcée, parce que la ménopause, on peut bien traverser ce passage, mais on peut aussi souffrir de désagréments très handicapants. Tout à fait. On pourrait ne serait-ce que peut-être plus se reposer sur la médecine du travail. Je pense que ça, malheureusement, c'est pas encore d'actualité. Où on pourrait dire, voilà, pourquoi la médecine du travail ne pourrait pas proposer une visite pendant la ménopause aux femmes salariées. Moi, je trouve que ça serait bien. Alors effectivement, elles vont sûrement déjà voir leur médecin traitant ou leur spécialiste, mais je trouve que ça serait bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est une suggestion que j'aimerais bien. En tout cas, les former. Alors oui, ça c'est un grand sujet, parce que est-ce que tu arrives à trouver l'écoute, ou alors alors il y a l'écoute, ou alors la proactivité du côté du médecin traitant ou de ton gynécologue pour aborder ces sujets, parce que toi-même tu vas soit t'es pas au courant, ou soit t'oses pas trop en parler. Donc il y a aussi ça. Donc il y a une forme de proactivité. Mais je pense qu'effectivement, la médecine du travail, elle a une place capitale. Bien sûr. Parce qu'en discutant avec un médecin du travail, il me parlait alors plus sur le sujet de la maternité, de cas de personnes en fait qui étaient vraiment en totale dépression postpartum et qui visiblement n'en avaient pas parlé autrement que lors de cette visite. Donc, il y a des femmes en période de
périménopause ou ménopause qui traversent aussi des coups de blues ou des dépressions. Ah, mais bien sûr. Et du coup, ça peut effectivement aussi impacter leur travail. C'est pour ça que je parle de médecine du travail, parce qu'à la limite, elles vont pas peut-être forcément parler de leur désagrément au bureau, mais un médecin, étant donné qu'il y a une confidentialité professionnelle à avoir, elle pourrait très bien lui en parler, dire voilà, moi, ça a un impact sur mon travail. On n'est pas obligé d'aborder tous les aspects intimes et personnels, mais au moins tout ce qui est en lien avec sa vie de tous les jours au travail. Ouais. Non, mais je trouverais ça très chouette. Mais bon, après, c'est... Non, mais on peut... Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses à faire. On peut mettre plein de choses en place. Ouais, mais c'est comme tu dis, en fait. Je pense que c'est le fait d'avoir aussi un petit peu l'espoir que les choses changent font que on voit l'avenir plutôt avec, tu vois, en confiance, plutôt que de se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué, ouais. Et moi, ce que je voulais ajouter aussi par rapport à cette période-là qui est très délicate, c'est que moi, je me sens beaucoup plus libre. C'est, voilà, il y a quand même moins de contraintes. Je vais pas vous donner les détails, mais c'est tellement agréable. Voilà. Et puis bon, j'ai eu la chance d'avoir eu 2 enfants. J'en veux pas d'autres. Donc là, effectivement, dans ma vie intime, je me pose plus de questions sur une contraception, Et c'est vrai que ça change quand même la vie, quoi, de me dire, voilà, je me sens libre. Mon corps de femme se sent libre. Et pour moi, c'est une révolution. Du coup, ça fait du bien au moral. Après, je dis pas, il y a les désagréments qui sont pas toujours confortables, mais moi, j'ai pris des éléments naturels, ça m'a beaucoup aidée. J'ai aussi pratiqué du qigong, du yoga, du pilates. Il faut aussi bouger. Il faut pas se dire que le corps est à l'arrêt. En fait, il continue de vivre. Il est peut-être limité parfois, effectivement. Peut-être que des fois, je vais avoir des petites douleurs, mais je m'en accommode. Et puis, j'essaye de passer à autre chose et puis de faire ce que j'aime, de marcher dans la nature, d'écouter de la musique, d'être entourée des gens que j'aime. Et la vie continue. Mimuna, merci pour ce message plein d'espoir et j'aurais hâte d'avoir ton témoignage quand tu auras déployé cette nouvelle trajectoire avec ta nouvelle voiture dont le moteur vrombit. voilà. Oulala. Ça va être canon avec la tenue des circonstances aussi, j'imagine. C'est cela. En tout cas, merci de m'avoir invitée et puis j'espère que mes quelques propos modestes auront pu aider et orienter nos auditrices. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire, ou encore à partager l'épisode à un ou une proche. Vous pouvez trouver d'autres sources d'inspiration et d'informations sur les comptes Instagram et TikTok @bien dans son âge, où je vous attends pour des échanges et des confessions si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt.